Passons maintenant à une banquière d'investissement, Leslie Manoukian. Votre micro est éteint. Je dois trouver comment partager mon écran avant de développer. Vous pouvez voir? Je vais reprendre une grande partie de ce que Patrick a dit et le renforcer. Je suis convaincue que ce que nous vivons est une démolition contrôlée de notre système politique et économique. La raison en est que, pour moi, la plupart des mesures qui sont censées concerner la santé publique défient la logique et la raison et ne doivent pas être contestées par tout scientifique ou médecin qui a une opinion différente. Je pense que nous comprenons tous que l'une des caractéristiques de la tyrannie est de faire taire l'opposition. Si c'était vraiment une question de santé publique, nous n'injecterions pas des enfants qui ne présentent aucun risque. Nous n'injecterions pas des femmes enceintes qui n'ont jamais été étudiées. Nous protégerions les personnes âgées. Et c'est tout. Toute cette crise, je pense, est utilisée comme une couverture pour faire exactement ce que j'ai dit, de faire s'effondrer le système. Parce qu'il est en train de s'effondrer. Et dans l'espoir ensuite de le réinitialiser pour que ceux qui ont le contrôle en ce moment gardent ce contrôle. Il est très clair, pour quiconque se trouve dans une position d'observateur neutre, que c'est ce qui se passe. Qu'il y a des gens qui essaient de contrôler ça, pour une raison quelconque, qui n'a rien à voir avec la santé publique. Je l'ai dit dès le début, dès janvier 2020. Il ne s'agit pas de santé publique. Il n'en a jamais été question. Il s'agit de pouvoir, d'argent et de contrôle. Je voudrais désormais partager un peu de mon expérience, parce que bien que je sois la présidente de la fondation de Health Freedom Defense, je parle en tant que simple citoyenne. En particulier parce que j'ai travaillé pour Goldman Sachs et Alliance Capital, deux des plus prestigieuses institutions financières du monde. Et la raison pour laquelle je veux en parler est que je souhaite partager mon expérience, parce que je pense qu'elle donne un aperçu unique et une perspective sur ce qui se passe en ce moment. Tout d'abord, lorsque j'étais gestionnaire d'investissement, j'ai géré nos portefeuilles de croissance européens. Et j'étais également directrice de la recherche sur la croissance européenne chez Alliance Capital. Mon travail consistait à interviewer les PDG des multinationales. J'ai ainsi pu rencontrer les PDG et l'ensemble de l'équipe de direction de la plupart des grandes entreprises européennes et de nombreuses entreprises américaines, en particulier celles dont nous possédions une grande partie des parts. La raison pour laquelle je partage cela est que ces équipes de direction venaient nous voir et nous parlaient. Si nous n'étions pas satisfaits de ce que faisait l'une des équipes de direction, notre propre direction nous disait « Vendez vos actions, ne les possédez pas, ne votez pas contre la direction, n'exercez pas votre pouvoir en tant qu'actionnaire, choisissez simplement une autre action. » C'est vraiment important, parce que le public est amené à croire que les actionnaires agissent comme une sorte de contrôle, un équilibre sur la direction, en les tenant responsables de leurs décisions et de leurs stratégies. La vérité, ce qui se passe réellement, c'est que les gestionnaires d'investissement géants, comme ceux dont je faisais partie, ne le font pas. Ils abdiquent cette responsabilité. Ils votent comme la direction. Et s'ils ne votent pas comme la direction, ils vendent simplement les actions. Il y a donc une absence totale de ce contrôle et de cet équilibre majeur qui devrait exister dans le système et qui ne fonctionne pas, parce qu'ils sont supprimés, au profit de cette solidarité entre les investisseurs et les sociétés dans lesquelles ils investissent. Je pense que c'est une chose très importante. C'est l'exact opposé de ce que j'ai appris à l'école de commerce. J'ai été très surprise par ça. Mais c'est ce qu'on vous demande de faire.
Je n'ai travaillé que pour un seul grand gestionnaire d'investissement. Mais c'est l'expérience que j'ai eue en parlant avec tous les différents types de gestionnaires d'investissement avec lesquels j'ai travaillé. Ils étaient en quelque sorte soumis à la même consigne. Si vous ne l'aimez pas, vendez l'action. Il n'y a essentiellement pas d'activisme actionnarial. Je pense que ce n'est pas bien compris par le public. La prochaine chose que je veux partager est une expérience que j'ai eue qui, je l'espère, cristallisera pour tous ceux qui écoutent ce qui se passe exactement dans l'esprit de ces équipes de gestion. Nous étions l'un des plus grands actionnaires de l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde. Leur action vedette, leur médicament vedette, qui en était à la phase 3 des essais, faisait l'objet de rumeurs selon lesquelles il y avait des problèmes dans les essais de phase 3 et que quelques personnes étaient mortes dans les essais de phase 3. La réponse à cela n'était pas de l'exposer et d'en discuter. La réponse était en fait quelque chose de très sinistre. Ce qui s'est passé, c'est que le PDG, le directeur financier, le responsable de la recherche et développement, le responsable des relations avec les investisseurs, sont tous venus dans nos bureaux et ils sont allés voir tous les grands investisseurs. Le but était de nous rassurer que tout allait bien. Ils sont entrés, m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit « Écoutez, dans de très très rares cas, ce médicament qui est censé aider votre cœur provoque en fait un problème cardiaque. Et quelques personnes en sont mortes. » Le PDG m'a regardé et m'a dit « La mauvaise nouvelle, c'est que la FDA va nous obliger à mettre un avertissement, un carré noir sur nos emballages. La bonne nouvelle, c'est que nous pensons toujours être en mesure de réaliser un pic de vente de 7 milliards de dollars. » J'espère que cela alarme tous ceux qui regardent, parce que ça m'a vraiment alarmé. C'était la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un être aussi cavalier sur l'évaluation, ou le compromis entre la vie humaine et le profit des entreprises. Et que ce soit le PDG de l'entreprise qui le dise m'a ouvert les yeux. C'est en fait l'un des catalyseurs qui m'a fait décider que, malgré le fait que j'avais une carrière fantastique, je devais partir. Ça a été l'un des catalyseurs pour moi. Quelques années plus tard, j'ai commencé à planifier mon départ. Il est très important de comprendre cette toile de fond et ce contexte, puis de les appliquer à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous, en tant qu'êtres humains moyens, qui nous préoccupons de nos familles et de nos amis, nous avons des codes moraux par lesquels nous menons nos vies. Nous avons des codes moraux qui dirigent la façon dont nous interagissons avec les autres êtres humains. Il semblerait que ce code moral fasse défaut à beaucoup de ces personnes avec lesquelles j'ai interagi et qui sont au sommet du monde des affaires. Ce n'était pas seulement l'industrie pharmaceutique, c'était d'autres domaines où la direction d'une entreprise disait « Nous sommes tout à fait sûrs que nous allons obtenir ce contrat dans ce pays en développement. » J'en suis venu à croire que c'est parce qu'ils avaient soudoyé les politiciens de ce pays et qu'ils savaient donc ce qu'ils allaient obtenir. Ce que je veux dire, c'est que j'étais aux premières loges et que j'ai de l'amertume quant à ce qui se passe dans les hautes sphères du monde financier. Je vais maintenant présenter certaines informations. Ceci était en quelque sorte mes remarques introductives. Je veux présenter les informations qui soutiennent mon affirmation et qui expliquent réellement le motif, car je pense qu'il est très important qu'un juge et un jury comprennent le motif derrière tout crime présumé. Je crois que ce dont nous sommes témoins est un crime. Il est si important de comprendre que ce que nous faisons ou que ce que nous vivons est la démolition de la civilisation occidentale. Pourquoi cela se produit et pourquoi cela se produit maintenant et non il y a 10 ans ou 10 ans dans le futur. Sur ce, laissez-moi passer à ma première diapositive. En réalité, ce n'est pas ma première diapositive. Voici ma première diapositive. Je veux passer en grand écran. Pouvez-vous voir le tout? Ok, parfait. Donc, essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette classe d'élite, les politiciens, les super riches, les médias, les entreprises, qui veulent garder le contrôle de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils ont. Ils vont le perdre, parce que le système est en train d'imploser. Ils vont essayer de le détruire pour le réinitialiser avant que tout s'effondre. Comme Patrick l'a mentionné, je tiens à souligner à nouveau
qu'il s'agit d'un contrôle centralisé total des actifs commerciaux, des ressources naturelles, par des dirigeants non élus et non responsables, en fin de compte, et nous assistons déjà à cette transition. C'est en cours en Europe depuis des décennies déjà. Ce qui se produira en fin de compte, je crois, c'est la création d'une élite de super riches qui n'a pas de compte à rendre, puis d'une sous-classe composée de tous les autres. Nous n'aurons aucun recours en tant que citoyens moyens parce qu'ils ne seront pas élus et ne seront pas responsables devant nous. La question vraiment brûlante que nous devons tous nous poser est pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cela arrive-t-il ? En gros, pourquoi cela s'est-il produit en 2020 ? Je pense que les origines remontent à plusieurs décennies. Mais cela est vraiment devenu un problème grave pendant la crise financière qui a commencé en 2008, au cours de laquelle nous avons assisté à la titrisation financière des prêts, des maisons, et revendus à quelqu'un qui s'en fichait. Les gens faisaient des prêts. Aux États-Unis, cette crise a été résolue après quelques années, parce que les banques américaines ont radié leurs mauvaises créances. Cela ne s'est pas produit en Europe. Mais ce qui s'est passé au cours des 8 dernières années, depuis que les choses se sont en quelque sorte ralenties, depuis 2013-2014, c'est que la crise des retraites a explosé. La raison pour laquelle cela s'est produit est que nous avons eu des taux d'intérêt négatifs, ou nuls, pendant toute cette période. En Europe, nous avons eu des taux d'intérêt négatifs. Aux États-Unis, des taux d'intérêt presque nuls pendant une très longue période. Et quiconque investit dans une obligation sait que lorsque vous investissez, vous voulez obtenir des intérêts, c'est-à-dire le revenu que vous tirez de votre investissement. Et les sociétés de retraite, la plupart d'entre elles dans le monde occidental, doivent investir principalement dans des obligations d'État. Ainsi, lorsque les taux d'intérêt gouvernementaux sont nuls ou négatifs, cela signifie que les rendements de leurs investissements sont extrêmement faibles. Les fonds de retraite doivent générer entre 7 et 8% en moyenne chaque année pour honorer leurs engagements. Leur passif est donc constitué de toutes les personnes qui ont pris leur retraite. Et quand je parle de cela, je parle des retraites publiques, pas des retraites privées. Je parle des retraites publiques, qui sont garanties par les gouvernements européens, ou aux États-Unis, pour les personnes qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre pour une entité gouvernementale, qu'il s'agisse d'une école ou d'un État ou quelque chose comme ça. Donc, aux États-Unis, le passif non capitalisé des retraites avait explosé à 500 milliards de dollars à la fin de 2018. C'est la somme d'argent que les retraites doivent pour toutes les personnes qui ont pris leur retraite ou qui vont prendre leur retraite et qu'ils n'ont pas. Ils doivent donc compter sur l'arrivée de nouvelles personnes. Mais il n'y en a pas assez. Ils ne sortiront jamais de ce problème. C'est donc un problème majeur. L'autre problème majeur est l'explosion de la dette publique. Aux États-Unis, nous sommes passés de 100 milliards en 1981 à 30 000 milliards de dollars, il y a une semaine ou deux. Je vais donc vous montrer un graphique dans un instant qui vous permettra de replacer les choses dans leur contexte. Mais le vrai problème, c'est que si vous avez 65 ans, ou quel que soit votre âge de retraite, et que vous voulez commencer à toucher votre fonds de retraite, il n'y a pas de retraite. Il y en aura peut-être une pour vous, mais qu'en est-il de la personne suivante, l'année prochaine ? Qu'arrivera-t-il à ces gouvernements lorsque des dizaines de millions de personnes dans le monde entier se réveilleront et réaliseront que leur retraite n'existe pas, qu'elles ne seront jamais versées ? Je dirais que ce qui se passe est que les banques centrales, les grandes entreprises, les grandes technologies collaborent toutes pour pousser tout le monde vers les monnaies numériques et réinitialiser le système avant que cela ne se produise. Voici le graphique de ce qui se passe avec la dette publique américaine. Vous pouvez voir ce qui s'est passé. Comment elle a explosé alors qu'elle était très gérable pendant de très nombreuses décennies. Je veux dire, il a fallu 230 ans pour arriver à 1000 milliards, puis 40 ans pour arriver à 30 000 milliards. En Europe, vous n'avez pas autant de dette publique. Mais la situation est bien pire en ce qui concerne le système financier et les fonds de retraite.
J'ai mentionné que les banques américaines avaient annulé leurs dettes bancaires, mais pas les Européens. Elles ne l'ont pas fait, parce que la structure entière de l'Europe est différente. Aucun pays ne veut renflouer le pays voisin. Donc ce qui se passe, c'est que les banques ont gardé ces mauvaises dettes dans leur bilan, et il y a eu une crise financière en octobre et septembre 2019. Les banques américaines n'ont pas voulu contrecarrer ce qu'on appelle le overnight window avec leurs homologues européens, parce qu'elles ne voulaient pas ce qu'on appelle le risque de contrepartie. Il existe un guichet appelé overnight window où les banques peuvent placer des fonds. Les banques américaines ne voulaient pas traiter avec les banques européennes comme la Deutsche Bank, parce qu'elles ont des dettes énormes pour toutes ces mauvaises créances qu'elles n'ont pas amorties. Et puis elles ont aussi une énorme exposition aux produits dérivés. La banque américaine a donc dit « Nous n'allons pas travailler avec vous. L'argent de l'overnight window est passé à 10%. D'habitude, c'est très proche de zéro. Mais là, ça a grimpé à 10%. Cela signifie que la Fed a dû intervenir et commencer à soutenir toutes les banques, dans tous les pays du monde, parce que le système était sur le point de craquer. Cela n'a pas vraiment disparu. C'est quelque chose qui n'a pas changé depuis. Ce fut un vrai coup de semonce, signifiant qu'il devait faire quelque chose, et qu'il devait le faire rapidement. C'était en septembre et octobre 2019. Maintenant, tournons-nous vers l'Europe. Comme je l'ai mentionné, ils ont des taux d'intérêt négatifs depuis 2014. Ce que cela signifie, c'est que les retraites ne peuvent pas réellement faire face à leurs engagements. Elles sont fauchées. En Europe, 44 000 milliards d'euros de retraites publiques non financées. C'est presque 50 000 milliards de dollars. Les 4 plus grandes économies, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, représentent 32 000 milliards. C'est stupéfiant. Il n'y a aucune chance qu'ils puissent un jour faire face à ces obligations envers, je ne sais pas si c'est 100 millions d'Européens. Ça n'arrivera jamais. Ils ne peuvent pas continuer à enfoncer le clou de la dette. C'est la raison pour laquelle je crois que tout ce qui arrive est le motif de la grande réinitialisation, en utilisant le Covid comme couverture. La Grande-Bretagne elle-même est d'environ 8 700 milliards de dollars. Ils ne vont jamais s'en sortir. Mais il y a aussi un autre élément. La Banque centrale européenne possède plus de 40% de toute la dette nationale en Europe. Il n'y a plus de marché obligataire, car elle l'a détruit. Il n'y a donc pas d'acheteur marginal lorsqu'ils doivent renouveler leur dette. En fait, ils se sont mis dans une impasse avec leur politique. C'est ce qui s'est passé en Europe. Ça remonte à 1995, parce que c'est l'Union européenne. Bien sûr, si vous remontez beaucoup plus loin dans le temps, lorsque ces pays ne faisaient pas partie de l'Union, vous verrez que le graphique est très similaire à celui des États-Unis. J'espère que la gravité de la situation financière a été prise en compte, parce qu'elle est si sérieuse, c'est littéralement un pistolet sur leur tête. Ils ne peuvent pas s'en sortir sans détruire le système ou le réinitialiser. Ils ont besoin d'une remise de dette massive. Ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire à tout le monde, nous annulons la dette pour tout le monde entier. Ils vont faire défaut sur leur dette. Et ils vont permettre au public de faire défaut sur leur dette. Ils diront que c'est un holiday, que tout le monde peut réinitialiser sa dette. La raison pour laquelle ils ont besoin de contrôler le système est que, bien sûr, les gens vont être très en colère quand leurs retraites ne seront pas là. Ils ont donc besoin d'amener tout le monde vers ce qui s'appelle le revenu universel. C'est la raison pour laquelle ils détruisent les petites et moyennes entreprises, car ils ne veulent pas que les gens soient employés par des entreprises indépendantes et gagnent leur vie. Aux États-Unis, environ 2/3 de toutes les entreprises avant le Covid étaient des petites et moyennes entreprises. Elles employaient 2/3 de la main-d'œuvre. Donc si vous voulez contrôler les gens et que vous voulez forcer tout le monde à recevoir une allocation gouvernementale, un revenu de base universel, vous devez vous débarrasser de tous ces employeurs. C'est pour cela qu'aucune des mesures n'avait de sens, que les petites et moyennes entreprises ne pouvaient pas rester ouvertes, mais que Walmart le pouvait. C'est à cause de tout cela.
Nous devons maintenant comprendre qu'il n'y a pas seulement cet aspect financier à ce qui se passe, mais il y a aussi ces entreprises, et plus important encore, une composante du complexe médical. Quand je dis complexe médical, je veux dire l'industrie pharmaceutique, bien sûr, mais aussi les systèmes hospitaliers, les ONG, les institutions de recherche, le NIH, qui est l'Institut national de santé aux États-Unis, et encore plus important, les fondations géantes comme la fondation Gates, la fondation Rockefeller, la fondation Open Society, qui est la fondation de George Soros. Ces groupes siphonnent des millions et des millions de dollars chaque année aux lycées et universités. Le NIH et autres institutions gouvernementales siphonnent des millions et des millions de dollars à ces mêmes groupes. Ils siphonnent en fait de l'argent aux journaux. Les journaux ne sont pas indépendants. Et donc, ce que vous avez est un contrôle total de ce qui est publié, ce qui est censuré, ce qui est écrit. Dans les journaux, ce qui est publié est dicté par les mêmes personnes. La recherche qui est menée dans les universités et les hôpitaux de recherche est dictée par le NIH et ses fondations géantes. Les universités enseignent ce qui est dicté également. Et puis, vous avez, juste pour vous donner un exemple, l'université de Washington. Elle est très proche de la fondation de Bill Gates. Il leur donne des sommes d'argent incroyables. La fondation Gates a autorisé une subvention de 279 millions de dollars en 2018 à l'Institut de métrologie sanitaire et d'évaluation de l'Université de Washington. Cet institut est l'un des plus grands instituts qui diffusait les modèles terrifiants selon lesquels des millions et des millions de personnes allaient mourir du Covid. Une autre des grandes institutions que beaucoup de gens connaissent, j'en suis sûre, est l'Imperial College, qui a reçu 79 millions de dollars de la fondation Gates. Je crois que c'était en janvier 2020. Et 133 millions dans les 2 années qui ont précédé. C'est une opération massive. Et cela, en gros, ne s'est produit que parce que le complexe médical a été mis sous la coupe de ces gens au très, très haut niveau. La même chose s'applique aux médias et à la politique. Si vous regardez la politique aux États-Unis, l'industrie pharmaceutique est le plus grand lobbyiste. 250 millions de dollars par an. Ce sont les plus gros donateurs. Littéralement 9 membres du Congrès américain sur 10 reçoivent de l'argent et 97% des sénateurs américains reçoivent de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Ils ont 2 fois plus de lobbyistes au Congrès qu'il n'y a de membres du Congrès. Et puis, quand on regarde de plus près ce qui se passe dans les médias, je n'insisterai jamais assez, l'avant-dernier point sur la gauche, les industries pharmaceutiques et de santé dépensent 35 milliards de dollars par an en publicité dans le monde entier. Elles possèdent tous les grands médias, parce qu'elles détiennent les plus grosses parts de leur publicité. Si vous regardez aux États-Unis, rien que les publicités numériques représentent 10 milliards de dollars. Si vous regardez ce qui se passe, vous pensez « je devrais faire confiance à mon médecin ». Mais la vérité est que les médecins sont redevables aussi, parce que les revues leur disent quoi croire, ainsi que leurs sociétés, comme l'Association médicale américaine ou l'Académie américaine de pédiatrie, qui reçoivent des millions et des millions de dollars de l'industrie pharmaceutique, et une grande partie de ce que les médecins doivent faire en termes de crédits de formation médicale continue est financée par l'industrie pharmaceutique elle-même. Alors, comment vont-ils s'y prendre ? Je vais le passer en revue très rapidement. J'ai mentionné le revenu de base universel, j'ai mentionné la banque centrale, la monnaie numérique. Ils ont besoin d'un contrôle total de la finance, de l'économie. Ils ont besoin d'un contrôle total de tout le monde. Et ils vont le faire à travers la monnaie. C'est pourquoi ils traquent les transactions, éliminent les petits et moyens employeurs et plafonnent l'argent liquide. Le plus important est de se débarrasser de l'argent liquide. Ils font tout ce qu'ils peuvent, et ce depuis des années, pour semer la graine que l'argent liquide est sale. C'est sorti de Chine, au début du mois de janvier. Rappelez-vous, ils parlaient de la façon dont ils transportent le virus. En Australie, ils disent depuis des années que l'argent liquide est pour les criminels. Ils ont mis des plafonds sur tout type de transactions, de sorte que vous ne pouvez pas dépenser plus que... Je pense qu'en Europe, il est descendu à quelques milliers d'euros maintenant pour effectuer une transaction en espèces.
Aux États-Unis, c'est toujours autour de 10 000, et en Australie aussi. Mais ils restreignent et plafonnent les transactions en espèces. Et plus important encore, ils suppriment carrément l'argent liquide. Justin Trudeau a signé une sorte de décret au début de l'année 2021, je crois, qui lui permettait d'annuler également la monnaie. Il a déjà procédé à l'annulation des grosses coupures. Nous avons vu la même chose dans d'autres pays. En Inde, nous voyons des choses similaires aussi. Il y a donc cet énorme programme qui résulte de tous les impératifs financiers et ils utilisent tous les outils à leur disposition pour le mettre en œuvre. L'une des grandes choses qu'ils vont utiliser pour mettre en œuvre ce système de contrôle, la vidéo parlait de l'Internet des corps, grâce aux satellites en orbite qui sont lancés dans l'espace partout dans le monde. Le Starlink d'Elon Musk en a placé, je pense, 1700. Et Bill Gates en a environ 500. Mais en gros, l'idée est de couvrir la Terre d'une surveillance en direct, de chaque centimètre carré, afin qu'il n'y ait aucune échappatoire et qu'ils aient le contrôle total de l'humanité. Je ne vais pas vraiment m'étendre sur le sujet. Patrick en a parlé. Mais en fait, nous l'avons déjà vu, il y a 2 ans, nous avons dit qu'il y avait des passeports vaccinaux à venir. Tout le monde a dit que nous étions des complotistes. Nous avons ces identifications numériques et la fusion entre l'identification, les dossiers médicaux, les dossiers financiers, l'identifiant du vote, vos déplacements. Ces choses sont toutes fusionnées dans ces passes. Il ne s'agit pas de santé. Il ne s'agit pas d'un passeport vaccinal. Il s'agit de vous faire accepter de donner toutes vos informations aux personnes qui contrôlent le système. Je pense qu'il est vraiment important de souligner à nouveau qu'il existe une technologie extraordinaire. On a déjà implanté des puces dans les mains des gens qui se connectent à leur dossier vaccinal, leur dossier financier et dans leurs fiches d'emploi. Il y a déjà des nanotechnologies qui ont été injectées dans des animaux qui permettent de contrôler leur comportement, de surveiller leur cerveau et leurs fonctions corporelles. En résumé, pour conclure, je suis désolée, j'ai été un peu rapide, mais en 20 minutes, il y a tellement de choses à dire. Il n'y a essentiellement aucun moyen d'échapper à la mauvaise gestion financière qui s'est produite aux mains de ces dirigeants. Il n'y a jamais eu la moindre intention de rembourser toutes les dettes qu'ils ont empruntées et émises. Ils n'ont jamais eu l'intention de tenir toutes les promesses qu'ils ont faites à des centaines de millions d'employés dans le monde entier. Et ils n'ont aucun moyen de se sortir de la situation qu'ils ont eux-mêmes créée, à part annuler toutes les dettes, réinitialiser tout le système et faire en sorte que nous acceptions tous de vivre dans le futur dystopique du Klaus Schwab. J'espère que ce témoignage aidera les gens à comprendre qu'il y a une situation financière désastreuse qui, je crois, est un motif très clair pour ces gens d'avoir commis tous ces crimes contre l'humanité au cours des 2 dernières années, afin qu'ils puissent garder le contrôle du système, le pouvoir qu'ils ont, et vivre des vies de luxe pendant qu'ils asservissent le reste d'entre nous. Merci beaucoup pour votre temps et pour m'avoir invité à participer à cette incroyable procédure. Ce fut un véritable honneur pour moi de me joindre à ces estimés collègues. Merci beaucoup. Merci Leslie. C'est brillant. C'est une révélation. Pas seulement pour nous, mais j'espère pour le monde entier, pour le jury. Essentiellement, ils sont dos au mur, n'est-ce pas? Pour comprendre, pour mettre certaines de ces choses en contexte, le montant de la dette des retraites des pays européens, je pense que le Luxembourg et la Belgique ont quelque chose comme 4 ou 5 fois le PIB national. C'est le montant qu'ils doivent au public pour les retraites. Il n'y a pas moyen de s'en sortir.
Ils ne pourront jamais rembourser. Comme les États-Unis ne pourront jamais rembourser 30 000 milliards de dollars de cette dette nationale. C'est impossible. Et si vous regardez ce qui s'est passé, je n'ai même pas mentionné l'Australie, le Canada, le Japon. Ils sont tous dans la même situation. Le Royaume-Uni aussi. Si vous regardez juste les États-Unis, le Japon, l'Europe, et je pense le Royaume-Uni, les banques centrales de ces pays ont dépensé 9 000 milliards de dollars, ce qui est une augmentation, si je me souviens bien, de 50% de ce qu'ils avaient dépensé dans l'histoire jusqu'à ce point. Il n'y a tout simplement aucun moyen pour eux de réparer cela. Ce qu'ils vont probablement faire, c'est créer ce qu'on appelle des obligations perpétuelles. George Soros a déjà envoyé des bulletins d'information à ses lecteurs. Il recommande que cela se produise. Il a déjà publiquement appelé Macron en France pour créer des obligations perpétuelles. Ce qu'ils feront, si vous avez un investissement dans une obligation d'État, ils diront « Votre obligation d'État, nous ne la rembourserons pas dans 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. C'est maintenant une obligation perpétuelle, qui disparaîtra quand vous mourrez. Nous vous paierons un taux d'intérêt nominal sur cette obligation jusqu'à votre mort. Vous obtiendrez donc 2 ou 3%, mais vous ne récupérerez jamais votre argent. C'est une des façons pour eux de faire tout ce qu'ils peuvent pour apaiser la population. Parce que sinon, la population va faire des choses horribles. Ils vont traîner ces gens dans la rue. Si l'histoire permet de mesurer ce qui se passe lorsque les gens ont été trompés et volés aveuglément pendant des décennies par leurs dirigeants politiques. Est-ce une simplification excessive ou est-ce correct quand je dis qu'en échange de la dette qu'ils ont émise, ils ont pris nos actifs et notre argent? Ils ont volé tout ce que la civilisation occidentale a créé, essentiellement. Ces 30 000 milliards de dollars de dettes sont allés dans la poche de quelqu'un. D'accord? Et dans les poches de qui est-elle allée le plus? Les gens au sommet, que ce soit un entrepreneur de la défense ou une industrie pharmaceutique. Je pense que le gouvernement américain a donné 10 milliards de dollars à l'industrie pharmaceutique pour créer ces injections Covid. Et maintenant, ils font des dizaines de milliards de dollars. Nous ne serons jamais remboursés de ça. Ils achètent les systèmes scolaires, ils achètent les universités, ils achètent... Alors oui, cet argent a été émis, il a été créé de toutes pièces, et mis sur le dos des contribuables. Nous avons donc été dépouillés de tous nos futurs revenus et de notre future productivité, afin d'éviter que les personnes au pouvoir, qui ont créé cette catastrophe financière et politique, ne soient tenues pour responsables. Car elles savent très bien ce qui va se passer lorsque les gens réaliseront qu'elles n'ont aucune intention de respecter leurs promesses ou leurs obligations. Si vous regardez, Rainer, ce qui s'est passé aux USA, nous avons plus de dettes nationales fédérales que de retraites publiques non financées. En Europe, ils ont promis aux gens « Oh, nous allons vous donner ces programmes de retraite incroyablement généreux ». Il y a donc ce déséquilibre. Si vous regardez, d'une part, les USA ont une dette nationale fédérale très élevée. Et en Europe, ils ont des retraites super élevées. Aux États-Unis, nous avons des obligations de pension plus faibles. Et l'Europe a des obligations de dette fédérale plus faibles. Mais si vous les considérez globalement, les montants sont très similaires. Ils sont fauchés. Ils ont promis aux gens pendant des décennies qu'ils allaient vous donner ces généreuses prestations de retraite. Mais ils n'ont pas l'argent pour le faire. Donc, écoutez, à un moment donné, la responsabilité s'arrête quelque part, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez le dicton dans tous les pays, mais d'une certaine manière, à un moment donné, les poulets rentrent au poulailler. En gros, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas d'autre moyen de prolonger cette situation. Ils doivent faire quelque chose avant qu'ils ne commencent à faire défaut. Les pays sont très proches du défaut de paiement de leurs dettes. Et quand cela arrivera, ça va se répandre dans le monde entier et ils doivent empêcher que ça arrive. En d'autres termes, la petite fenêtre d'opportunité dont parle Klaus Schwab
est en fait un euphémisme pour dire « nous devons courir, sinon ils vont nous rattraper ». À 100%. Je pense que cette partie financière renforce tout ce que Patrick a dit sur le fait qu'il parle d'une fenêtre d'opportunité. Je pense qu'ils ont vraiment du mal, parce que s'ils se sont donné à peu près 2 ans pour y arriver, et on y est, 2 ans pour y arriver, avant 2022. Si tout le monde n'a pas été vacciné, si tout le monde n'est pas dans le système, si tout le monde n'a pas été implanté avec quelque chose pour le contrôler, s'ils n'ont pas une identité numérique pour accéder à Internet et pour contrôler leur santé et leur participation à la société, alors ils n'ont pas eu assez de contrôle pour forcer les quelques derniers pourcents qui ne se sont pas conformés. C'est là que nous en sommes. Je pense donc que leur plan commence à s'écrouler. Ce qui se passe au Canada, si nous avons besoin d'une preuve que ce qui s'est passé dans le monde au cours des 2 dernières années ne relève pas de la santé publique, tout ce que j'ai à dire est un mot. C'est Canada. Ils ont invoqué la loi martiale. Ils arrêtent les gens pour avoir exercé leur droit protégé par la Constitution de manifester pacifiquement. Ils gèlent leurs comptes bancaires et leurs biens. Il ne s'agit pas de santé publique. Il s'agit de maintenir le contrôle. Je pense que c'est une preuve qu'il y a une fissure dans ce barrage. Ils vont avoir du mal à gérer la situation. Merci beaucoup, Leslie. Je ne veux pas couper la parole à qui que ce soit. Alors, s'il vous plaît, Dexter, Virginie et Anna. J'aimerais intervenir. J'ai une question ou deux. Leslie, quelle excellente présentation. Merci beaucoup. L'une des choses qui n'a pas vraiment été discutée, du moins du point de vue financier, dans cet agenda dont certaines personnes sont conscientes, il est aussi question de dépopulation. Je peux comprendre qu'avec la dette, en ce qui concerne les retraites, les personnes âgées ou les retraités soient ciblés, peut-être. Mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi ils ciblent d'une certaine manière les enfants et les enfants à naître. Comme nous le savons, les femmes enceintes qui reçoivent cette injection ont des taux de fausses couches très élevés. Il y a eu une grande étude à ce sujet. Puis les enfants qui n'avaient aucun risque de mourir du Covid sont injectés, avec un risque beaucoup plus élevé de mourir de l'injection. Non pas qu'il soit acceptable de tuer les personnes âgées pour éviter de faire face à cette dette, mais il semble que l'autre serait tellement contre-productif, même pour ces agendas pathologiques qu'ils ont. Avez-vous un commentaire à faire à ce sujet ? Je pense que c'est un sujet très intéressant, Anna. Nous savons qu'ils utilisaient des drogues mortelles au Royaume-Uni, tuant littéralement les personnes âgées. Nous savons qu'aux États-Unis, ils leur ont refusé des traitements. C'est une situation très particulière qu'ils fassent ça à des jeunes. Mais vous savez, Klaus Schwab a dit, et Bill Gates a parlé du problème de la population. Ce n'est un secret pour personne, que ces personnes impliquées dans le Forum économique mondial ont un programme de dépopulation. Ils ont une telle prétention qu'ils croient qu'ils devraient décider qui se reproduit. Il y a des preuves de cela. Je suis sûre que Patrick en sait plus que moi, mais il y a des preuves de cela. Une grande partie du Forum économique mondial, une grande partie des personnes impliquées, Bill Gates, sa famille, sont liées au régime nazi et à l'eugénisme original. L'ONU est liée à ça. Tout le monde connaît le livre « Le meilleur des mondes », écrit par Aldous Huxley. Mais son frère, Julian Huxley, a contribué à l'UNESCO. Je pense que c'est une grande partie du problème. C'est pourquoi une grande partie de tout cela, peut-être, je ne suis pas une experte en la matière, je ne peux pas vous donner de référence en tête, mais je sais que le père de Bill Gates était impliqué dans le planning familial. C'était un eugéniste.
Margaret Sanger, qui était la fondatrice du planning familial, a dit que la chose la plus compatissante qu'une grande famille noire pouvait faire était de tuer certains de ces jeunes, d'arrêter de faire des enfants. Ces gens ont des motivations très malsaines. Encore une fois, je pense qu'il est important, je l'ai dit plus tôt, il est si important de comprendre que la plupart d'entre nous sommes des êtres humains décents, gentils, compatissants, honnêtes, aimants, qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs semblables. Mais il y a un pourcentage de la population qui ne pense pas comme nous. Il nous est très difficile d'entrer dans leur esprit parce que nous ne pensons pas comme eux et parce que c'est inadmissible. Ce qu'ils font est inadmissible pour nous, pour tous ceux d'entre nous qui ont une once de décence dans le cœur. Et donc, Anna, c'est une spéculation, mais je pense que cela sert leur programme global de réduction de la population. Ils sont très inquiets. Si vous vouliez diriger le monde, essayeriez-vous de contrôler 10 milliards de personnes, ou bien 5 milliards, ou 500 millions? Je pense que c'est très probablement l'explication. Je pense qu'il y a aussi une explication, qui n'est peut-être pas sinistre du tout. Ils nous injectent des choses, mais ils n'ont aucune idée de ce que ça va faire aux gens. Peut-être qu'ils le savent, mais laissons-leur le bénéfice du doute, et disons qu'ils poussent ces choses sans preuve claire de ce qu'elles causent. Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas réalisé comment ça allait jouer sur la reproduction. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Peut-être que c'est leur explication. Je n'y crois pas. Pas vraiment. Parce que les études de distribution qui ont été divulguées au Japon, l'étude de biodistribution a montré que les nanoparticules lipidiques s'accumulaient en quantité excessive dans les ovaires. Mais ça pourrait être une explication plus innocente. Merci beaucoup, Leslie. Merci. Mais ce qui est bizarre, si on y pense, si c'est la théorie de l'incompétence, alors il est étrange qu'il y ait de plus en plus d'indices par rapport aux problèmes de ce genre, en particulier pour la fertilité, et qu'ils ne soient pas pris au sérieux. Il me semble que c'est un peu étrange, parce qu'autrement, si vous êtes parti sur un mauvais pied maintenant, il vous faudra peut-être dire « Vraiment désolé, il faut faire quelque chose, il faut arrêter cela ». Comme pour les femmes enceintes, ou aussi pour les nourrissons, ou quiconque est leur cible. Là, je pense, ce n'est pas explicable, je crois. Viviane, je suis d'accord à 100%. Il n'y a aucune façon d'expliquer les dizaines de milliers de morts qui ont été rapportées au CDC et à l'Agence européenne du médicament. Et pourtant, tous ces produits persistent sur le marché. Il n'y a aucune explication qui soit légitime. Il n'y en a pas. Je suis totalement en accord avec vous. J'essayais juste de dire, vous savez, si on voulait tenter d'y trouver une quelconque explication légitime, il n'y a aucune explication au fait de dépenser 30 trillions de dollars. Il n'y en a pas, parce qu'il est évident que cette somme ne pourra jamais être remboursée. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de faire toutes ces promesses. Il s'est toujours agi de politique et de pouvoir, sans la moindre intention de jamais remplir leurs promesses. Donc toute personne présente doit en conclure que ce qui se produit est un coup d'État global. Voilà, c'est un coup d'État global. Et vous savez, je suis sûre qu'on va me traiter de conspirationniste ou autre chose du même genre, mais il n'existe aucune explication légitime à ce qui se produit autour du monde en ce moment. Aucune. Si tout ce qui se passe était légitime, ils auraient cessé toutes les dépenses. Ils n'auraient pas réduit au silence tous les médecins et les scientifiques. Ils n'auraient pas donné ce truc à des enfants innocents et à des femmes enceintes. Ils n'auraient rien fait de ce qu'ils ont fait. Ils auraient retiré ces choses du marché. Nous n'aurions pas cela. Ils n'auraient pas modifié la définition d'une pandémie. Ils n'auraient pas changé la définition d'un vaccin. Ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait s'il y avait eu une explication légitime. Je suis d'accord. Je vais renvoyer une question à Rainer. Bien sûr. Leslie, vous avez peut-être mentionné le mot « dérivatif » au passage dans votre présentation. Je ne suis pas... Je crois que j'ai entendu cela, mais pourriez-vous élaborer juste un peu plus sur ce que la Banque des règlements internationaux estime? C'était, il me semble, en 2000. Bref, c'était il y a un an.
qu'ils ont estimé que la valeur notionnelle totale des marchés dérivés dans le monde serait désormais, que je donne les bons chiffres, estimée à 610 trillions de dollars. Et la fonction des marchés dérivés a presque détruit le système financier en 2008, lorsque la Lehman Brothers est partie en vrille et a causé une onde de choc global. Et tous ces contrats dérivés ont été rappelés ou déclenchés, et cela a presque mis le géant de l'assurance AIG en faillite à cause des réclamations qui étaient faites contre eux à cause de ces contrats dérivés. Ce marché est maintenant presque le double de ce qu'il était en 2008. Ces marchés dérivés. C'est un chiffre qu'on ne peut pas calculer. J'ai fait, une estimation de 610 trillions de dollars. Mais cela me paraît être une épée de Damoclès pendue sur nos têtes à laquelle personne ne fait vraiment attention. Peut-être parce qu'il est si difficile de comprendre ce qu'est un dérivé, pour commencer. Mais avez-vous un commentaire à faire ici? Oui, Patrick, c'est une affaire tellement complexe et la plupart des gens ne comprennent même pas. Un dérivé, c'est difficile à expliquer. En fait, il y a des gens qui ne comprennent même pas ce qu'est une action ou une obligation. Et un produit dérivé est un truc qui tire sa valeur de cet instrument sous-jacent, mais qui comprend des notions de temps et de volatilité, etc., qui contribuent à sa valeur. Et la raison pour laquelle je partage cette petite explication, c'est pour que les gens aient au moins un petit bout de compréhension de ce que cela veut dire. Et c'est littéralement une épée de Damoclès, suspendue sur tout le monde. Et voilà comment cela marche. 600 trillions de dollars, vous le savez, est au-delà de ce qu'aucun de vous n'est en mesure de comprendre, tellement les marchés financiers sont devenus énormes. Je ne pourrais pas me rappeler comme ça de la dimension de ce que représente le marché global des obligations des États ou du marché des actions. Mais je sais que le marché global des obligations fait 5 fois le marché des actions. Et ce chiffre, ce marché des produits dérivés, éclipse en dimension le marché global des obligations. Et la raison pour laquelle il est si important, c'est à cause de ce qui arrive si une banque, une corporation ou un gouvernement émet une obligation. Ce qui arrive, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes d'hypothèque, c'est qu'une banque émet un prêt à un emprunteur, puis vend l'obligation ou le prêt à quelqu'un d'autre. Et alors, cette autre personne, cet autre joueur prend ses prêts, les met dans un même paquet, de sorte qu'ils deviennent un super investissement à très haut rendement. Les met dans un même paquet et les vend au public. Et ce qui s'est produit, c'est que lorsque les gens ont commencé à se rendre compte que ces paquets étaient pourris, littéralement pourris, que ce n'était absolument pas des investissements à rendement, et cela a menacé de faire s'écrouler tout le système financier dans son ensemble. Et maintenant, nous en sommes à 600 et quelques trillions de dollars en produits dérivés. Et ce sont ces mêmes facteurs qui sont en jeu. Mais c'est pire, parce que ce n'est pas seulement aux USA ou en Europe. Maintenant, il y a 10 à 15 ans que les économies de marché émergentes émettent de la dette libellée en dollars. Vous comprenez? Ils l'ont émise en dollars. Il leur faudra la rembourser en dollars. Si l'un d'entre eux fait faillite, ou, vous voyez, si l'un de ces produits dérivés, de ces contrats dérivés, n'est pas respecté lorsqu'une personne a acheté une option de vente d'une obligation, si l'un de ces trucs s'effondre, vous aurez une contagion globale qui va mettre tout le monde à genoux. Donc, c'est une autre façon dont deux choses se produisent. L'une étant qu'ils maintiennent le système en vie grâce à ces produits dérivés. L'autre étant qu'ils se font des quantités extraordinaires d'argent parce qu'on les paye juste pour acheter des options ou un produit dérivé sur des actifs sous-jacents. Et donc, si un petit domino tombe, c'est tout le château de cartes qui vient avec. Donc, je sais que j'essaie de garder mon explication la plus simple possible. Mais c'est un sujet vraiment important, pour lequel il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer. Et franchement, je n'ai guère envie de m'attarder sur chaque petit aspect de la façon dont, vous savez, cela joue sur les marchés aujourd'hui. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui créerait un gigantesque problème dans le monde entier si vous vendiez juste un truc. Il y a des preuves de cela dans le passé. Je travaillais sur les marchés financiers dans ce qu'on appelle la gestion de crise du capital à long terme, qui était l'une des personnes les plus brillantes de la salle. Ce sont tous ces super génies mathématiques qui ont créé les modèles pour investir en Russie, en disant qu'ils ne feraient jamais défaut. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a effectivement eu défaut. Et cela a été contagieux.
Et sur tous les autres marchés, la même chose s'est produite. On a même vu une contagion sur les marchés asiatiques. Donc, pour revenir au sujet, quand on a une telle quantité d'argent qui n'est comptabilisée nulle part, personne ne reconnaît le risque ni le comptabilise nulle part. Si une ou deux de ces choses s'effondrent, et c'est exactement pour cela que les banques américaines ne veulent pas traiter avec la Deutsche Bank, parce qu'elle a trop de produits dérivés, par trillions. Je ne sais plus à combien se monte ce qu'a la Deutsche Bank, mais ils ont dit « Nous n'allons plus traiter avec vous », parce qu'ils savent que c'est un château de cartes qui n'attend que de s'effondrer. Et tout ce que cela va prendre, c'est une banque quelque part, ou un pays quelque part, qui s'effondre, ce qui déclencherait une contagion massive sur l'ensemble du monde. Merci de porter cela à notre attention. Là aussi, je crois que c'était plus de 70 trillions à l'époque. Et maintenant, c'est peut-être descendu à 40 trillions. Bjorn s'y connaît probablement mieux que moi. Dexter et Virginie, vous vouliez poser des questions ? Leslie, je veux juste vous remercier beaucoup pour votre excellente présentation. Vous avez vraiment mis au clair les preuves de façon spécifique et vous avez superbement exposé ce que M. Wood nous a présenté par rapport à la technocratie et au développement réellement durable. Dans votre introduction, vous avez mentionné les éléments suivants et c'est qu'il n'y a pas d'activisme des actionnaires. J'aimerais donc que nous nous concentrions spécifiquement sur ce que cela signifie par rapport aux compagnies pharmaceutiques et en particulier à celles dont on parle pour le Covid-19. C'est une question très intéressante et il sera intéressant de voir comment cela se déroulera au fur et à mesure que davantage de preuves de fraude dans les essais cliniques nous sont apportées. Il y a des allégations de fraude dans les essais cliniques de Pfizer, comme nous le savons tous. Cela a été révélé, je crois, par Project Veritas. Mais essentiellement, l'activisme des actionnaires est... En fait, la façon dont une corporation est structurée, c'est qu'elle emprunte de l'argent par la dette, mais se finance également par les investissements, sous forme d'actions. Donc, les gestionnaires de très gros investissements ont un rôle à jouer en termes de tenir la direction responsable d'avoir une stratégie judicieuse, d'investir leur argent, leur capital, parce que c'est leur capital. Si vous investissez dans les actions d'une compagnie, vous possédez un morceau de la compagnie. Et votre job et votre droit est d'exiger que la direction de ces compagnies gère réellement la compagnie de façon à maximiser votre intérêt en tant qu'actionnaire. Ce qui se produit, c'est que cet élément de l'activisme actionnarial n'existe plus, parce que toutes ces institutions géantes ne le demandent plus aux corporations, mais au contraire, leur tiennent les pieds au feu, et ensuite, vous allez voir quelques prédateurs se pointer, qui vont acheter la compagnie pas cher, virer la direction et vendre les actifs. Les gens ont entendu parler de ces prédateurs auparavant, mais croient que cela ne se produit plus. Or, quand on s'y penche spécifiquement, cela ne se produit plus très souvent. Et je dirais aussi, Dexter, qu'il est très important de dire que ce n'est pas qu'il n'y a plus d'activisme actionnarial, mais que ce n'est pas très répandu. Et que, pour la plupart, je crois que l'institution d'investissement la plus importante qui investit dans ces corporations du marché des actions ne critique pas de façon active les directions en leur tenant les pieds sur le feu. Ils vont juste vendre leurs actions s'ils n'aiment pas ce que fait la direction. Mais ce n'est pas assez. Ils devraient, vous savez, les harceler en permanence s'ils croyaient qu'ils menaient des stratégies idiotes. Et ce qui est très intéressant, si on considère l'industrie pharmaceutique, prenons Moderna. Qui sont les investisseurs de Moderna ? Je n'en connais pas un seul, mais je sais que Bill Gates est un gros investisseur. Je sais qu'il y a d'autres importants initiés dedans. Et il n'y a donc aucune incitation pour qu'ils se montrent des actionnaires actifs. Pas plus qu'il n'y en a pour eux de se montrer responsables si quelque chose allait de travers dans les essais cliniques. Quant à Pfizer, il sera très très intéressant de voir ce qui se passera, parce qu'il y a des allégations de fraude de quelqu'un qui était impliqué dans l'essai clinique lui-même. Et si j'étais un important investisseur de Pfizer,
Je voudrais les vérifier et savoir ce qui s'est exactement passé, parce que je pourrais en fait les poursuivre. Vous voyez, nous avons vu lors du scandale Enron qu'ils ont finalement été poursuivis pour fraude. Et c'est là quelque chose qui pourrait réellement se produire. Si les allégations qui ont été faites jusqu'ici s'avéraient, alors ils devraient absolument être tenus pour responsables parce qu'il y aurait eu fraude. Le plus gros problème ici, c'est que la quantité d'actifs que détiennent désormais BlackRock et Blackstone et Vanguard, et j'oublie l'autre vraiment très gros, ces corporations sont si énormes qu'elles font paraître AIG comme un petit joueur en termes de too big to fail. De sorte qu'ils possèdent littéralement une énorme part du système. Et il est très improbable, à mon avis, qu'ils fassent quoi que ce soit pour tenir ces gens-là responsables. Parce qu'ils font partie de ce qui se passe. Et la raison pour laquelle je dis qu'ils en font partie, c'est qu'ils achètent des maisons, vous savez. BlackRock est réputé pour avoir acheté 20 000 maisons en Floride. Ils achètent des quartiers entiers au Texas. Ce qui nous ramène à la promesse de Klaus Schwab, que nous ne posséderons rien et que nous serons heureux. Et tout sera la propriété des gens au sommet. J'espère donc que cela répond à votre question. Vous avez été clair. Donc, je voudrais passer aux actionnaires et à la question que je voudrais vous poser par rapport au CDC, aux USA, l'ENIH et la FDA spécifiquement. Et là, je m'intéresse également spécifiquement au docteur Anthony Fauci, qui est le NIAID, le directeur du NIH. A-t-il des parts dans un quelconque de ces vaccins du Covid-19 ? Dans des compagnies pharmaceutiques, en savez-vous quelque chose ? Oui, absolument. Je ne me suis pas attardée à tout cela, parce que c'est... Vous savez, on pourrait en parler pendant des heures. Mais fondamentalement, ce que nous voyons, c'est qu'il y a eu une prise de pouvoir globale du complexe médical par ses intérêts spéciaux au cours des 10-15 dernières années. Et deux choses vraiment cruciales se sont produites. Une, en 1980, où une loi est passée au Congrès américain intitulée Dole Act. Et ce Dole Act permettait à ceux qui travaillaient pour le gouvernement et font de la recherche fondée par les contribuables de garder une partie des droits de propriété intellectuelle des brevets qu'ils développent. Et le NIAID d'Anthony Fauci a développé le vaccin Moderna, en essence. Ils l'ont développé et plusieurs des personnes qui travaillent avec lui, y compris lui-même, sont propriétaires de brevets sur le vaccin Moderna. Et oui, ils peuvent se faire $150 000 par année par brevet. C'est ainsi que je le vois. Donc, ils ont des brevets dans d'autres pays et dans d'autres compagnies. Donc, je ne sais pas s'ils ont vraiment des actions, mais ils ont un intérêt financier avéré. Mais je crois qu'on en vient à une chose encore plus importante, Dexter, et c'est qu'il y a une porte tournante et un réseau extrêmement complexe de financement entre la FDA, le CDC, le NIH, le NIAID et l'industrie. À la FDA, les personnes chargées d'approuver les médicaments ont 60% de leur... Oh, j'ai oublié de parler d'une autre chose, quand j'ai dit qu'il y en avait deux. Ça concerne le Dole Act, et aussi quelque chose appelé le Prescription Drug User Free Act, qui a été passé en 1992. Et c'est très important, parce que cela a eu pour effet de mettre en place un système qui permet à l'industrie pharmaceutique de faire passer rapidement leurs médicaments par les essais cliniques de la FDA, afin d'avoir des médicaments rapidement sur le marché pour les besoins médicaux non satisfaits. Et c'est ce qui s'est produit. Cela a commencé à quelque chose comme $100 millions par année. Je crois que c'est maintenant à 1,3 billion cette année. Et cela correspond à environ 45% du budget total de la FDA. Si on considère juste les approbateurs de médicaments, l'industrie pharmaceutique paye environ 60% de leur salaire. De surcroît, si vous considérez la personne qui a été à la tête du CDC pendant 8 ans, le docteur Julie Gerberding, elle est partie après qu'Obama ait terminé son mandat.
Elle est partie et a été mise à la tête de la division vaccins au plan global de Merck, se faisant des millions et des millions de dollars. Scott Gottlieb, qui avait été, je n'arrive pas à me rappeler, je crois que c'était au CDC ou à la FDA, il est maintenant au conseil d'administration de Pfizer. Donc il y a une porte tournante entre ces gens qui partent du NIH, du CDC ou de la FDA vers l'industrie. Mais en plus de cela, il y a des cordons de la bourse. Si vous regardez, comme je l'ai dit, la FDA est redevable aux compagnies pharmaceutiques qu'elle est censée réguler. Et c'est encore pire, parce que non seulement la FDA est redevable, mais le CDC aussi. Il existe un truc appelé la CDC Foundation, qui est un partenariat public-privé. Et essentiellement, les industriels pharmaceutiques et les fondations comme la Gates Foundation et d'autres donnent des millions et des millions de dollars au CDC. Le CDC et le NIH possèdent également tous deux des brevets sur des vaccins. Ils sont donc directement intéressés. Ce n'est donc pas seulement une affaire de propriété et d'actifs. C'est un réseau massif de conflits d'intérêts et d'intérêts financiers à tous les niveaux des agences de régulation, de l'industrie pharmaceutique et du complexe médical. De sorte que si vous considérez cela, vous savez ce qui s'est produit durant les dernières années de la crise. Les hôpitaux se sont fait dire, sur le coup d'une loi, si vous ne faites pas ce que vous dit le CDC, autrement dit, si vous suivez notre protocole du Covid, personne ne pourra vous poursuivre si vous avez un malheur. Vous n'aurez aucune responsabilité. Vous ne pourrez pas être poursuivi. Mais si vous déviez et prescrivez de l'ivermectine, par exemple, on pourra vous poursuivre. Donc, le système hospitalier est également sous contrôle. Et puis, si vous considérez les subventions du NIH, j'ai une diapo là-dessus. Mais je crois que Fauci, son propre budget au NIAID est quelque part entre 4 à 5 milliards de dollars. Mais au NIH, son budget total, sur lequel il a la haute main, est d'environ 40 milliards de dollars. C'est cela qui soutient la recherche dans les universités, les hôpitaux à travers tout le pays et dans le monde entier. Donc, si vous êtes un scientifique ou un médecin, si vous voulez explorer quelque chose qui va à l'encontre d'un truc soutenu par le gouvernement, vous ne recevrez pas de subvention. Ou si vous publiez quelque chose qui contredit les politiques du gouvernement, vous perdrez vos subventions. Ils ont donc un mécanisme qui leur permet de faire cesser la recherche et de contrôler ce qui en sort. Et j'ai aussi mentionné que l'industrie pharmaceutique contrôle aussi les revues. Donc, en bref, ce que nous pouvons dire clairement, sur la base des éléments que vous venez de nous donner, c'est que pour le CDC, le NIH, le NIAID et la FDA, il est clair qu'il y a conflit d'intérêts et qu'ils ont un intérêt direct dans ce théâtre pharmaceutique des vaccins contre le Covid-19. Dexter, j'irai plus loin. Je veux dire, oui, il y a absolument un conflit d'intérêts. Mais je dirais que c'est encore pire. Ce sont des agences tenues totalement captives par l'industrie qu'elles sont censées réguler. Ma question finale sera donc celle que je voulais vous poser. Au début de votre déposition, vous avez fait une description très claire. Et ce tableau que vous avez si bien décrit m'amène à demander la raison pour laquelle vous avez quitté ce poste de gestionnaire d'investissement à l'époque. C'est parce que vous avez été choqué lorsque, et je crois que c'est un des directeurs ou l'un des types ou dames au pouvoir, lorsque cette personne est venue vers vous, vous a regardé dans les yeux et vous a informé que oui, la FDA a un problème, et ils vont nous coller une étiquette noire sur les médicaments, mais que pour la dette, je puis vous dire, et ceci est à la base une paraphrase, que la dette ne nous embête pas parce que, bonne nouvelle, nous allons quand même pouvoir faire des milliards et des milliards. Donc, ayant dit cela, et nous avons désormais la preuve que c'est documenté, j'aimerais que vous disiez au jury, sur la base de cette expérience spécifique qui est la vôtre, ce qui se passe en ce moment, c'est ce que Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson font en ce moment, et je crois que le public en a conscience. D'une certaine manière, c'est de notoriété publique que ce n'est que maintenant qu'ils commencent à mettre des avertissements sur les vaccins. Ils peuvent causer des myocardites, des péricardites et ainsi de suite.
Mais cela n'est même pas suffisant pour arrêter le déploiement du dispositif. Pouvez-vous nous parler sur la base du scénario que vous avez ébauché au début? Est-ce exactement la même chose pour vous que même s'il y a l'avertissement collé sur les vaccins, cela ne les arrête pas? Et ensuite, comme question suivante, pouvez-vous nous dire si la seule solution pour cesser cela serait que la FDA et le CDC déclarent qu'ils sont toxiques et qu'on doit cesser de les administrer urgemment? Pouvez-vous, je vous prie, clarifier cela et le ramener dans le contexte que j'ai stipulé? Merci. Oui. Donc, pour votre première question, Dexter, la situation est très très similaire. La FDA exige ce petit carré noir, et c'est un avertissement, qui dit, à la base, qu'alors, le fardeau de la preuve repose sur vous. Vous avez pris ce médicament, vous l'avez pris volontairement, et là est l'avertissement. Si vous ne faites pas attention à l'avertissement, alors c'est votre problème. C'est donc un moyen de laisser, vous savez, la machine à fric tourner, sans retirer le médicament du marché, en mettant ainsi la pression sur l'individu qui a fait son choix. À la fin, il peut encore y avoir des poursuites, comme on l'a vu dans le cas du Vioxx et d'autres médicaments. Mais il faut que les gens comprennent que l'industrie pharmaceutique, au cours des 20 dernières années, c'est Public Citizen qui a donné l'info, ils ont dû payer 35 milliards de dollars d'amende juste au cours des 10-15 dernières années. Je crois que c'est bien cette période. Ces corporations ne sont pas des entités bénignes et bienveillantes. Ce sont des dealers de toxines, littéralement. La vaste majorité de ces produits n'est d'aucune utilité pour le public. Ce qui est utile pour le public, c'est de faire de l'exercice, et de manger bien, et de prendre des suppléments, et de bien gérer les niveaux de stress et de sommeil. Vous savez, je suis en fait un praticien de santé en homéopathie, et l'industrie pharmaceutique ne fait pas d'argent avec moi. Donc, quand j'ai dit que cette prise de contrôle du complexe médical remonte à plus de 100 ans, ce que cela veut dire, c'est que ça remonte à un truc appelé le rapport Flexner, rapport commandé par Rockefeller et par Carnegie eux-mêmes, dans le but de salir toutes les formes de médecine naturelle qui étaient là depuis des siècles, et dans certains cas, des millénaires, 5000 ans dans le cas de l'acupuncture, pour mettre à la place ce paradigme basé sur la chimie et la pharmacie. Je pense donc que oui, à 100%, ce dont nous faisons maintenant l'expérience est parallèle à ce que j'ai vécu il y a à peine plus de 20 ans, dans cette salle de conférence. Et je crois que la seule issue est que ça va être bien pire s'il n'y a pas une sorte de class action, de poursuite légale ou quelque chose d'important ou autre. Quelque chose qui crée une rupture, qui expose qu'il y a eu beaucoup de fraude. Je crois qu'attendre que la FDA fasse ce qui est juste, cela ne va pas arriver d'un seul coup. Donc, vous savez, c'est ça l'avertissement de l'étiquette noire. Il y a ensuite l'autre partie de votre question. Je ne peux pas... Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire sur ce que c'était, que je me concentre dessus? Comment arrêter cela? Comment arrêter cela? Votre micro est coupé. Oui, excusez-moi. Donc la seconde partie de la question est sur la FDA. Le mieux serait, et vous, en un certain sens, vous avez en fait répondu dans votre dernière phrase, ils sont censés s'arrêter car c'est urgent. Donc, pouvez-vous commenter? Vous avez déjà répondu, mais si vous voulez développer, vous êtes la bienvenue. Je crois que la réponse à tous nos problèmes, c'est le contrôle local. D'accord? Partout dans le monde, dans nos propres communautés, nous avons besoin de notre propre monnaie. Nous avons besoin de nos propres systèmes de santé indépendants. Et je ne suis pas en train de dire que la médecine moderne ne doit pas du tout en faire partie, mais elle devrait tourner autour des pratiques holistiques. Elles sont sans danger, et elles sont extrêmement bénéfiques et efficaces. C'est juste qu'ils sont diffamés et réduits au silence par le complexe médical qui contrôle tout ce dont nous venons de parler. Donc, pour moi, la vraie réponse, c'est qu'il nous faut nos propres journaux. Parce que la Gates Foundation, a donné 1 milliard de dollars aux médias au cours de la première décennie du XXIe siècle. Ces organes de presse sont tous contrôlés. Et il nous faut, à la base,
créer un contrôle local. Et il nous faut nous débarrasser de tous les changements qui ont été apportés aux constitutions et documents fondateurs. Parce que nos documents fondateurs sont très profonds. Et je crois qu'ils tombent pile dans la majorité des cas. Dans la plupart des cas, ils ont été abattardis au cours des dernières décennies et siècles. Donc, pour moi, la réponse est qu'il faut les repousser. Et il faut les repousser au niveau local, en demandant des comptes à nos politiciens locaux, nos commissions scolaires et tout le reste, en disant que non, nous n'allons plus y participer. Et un mot d'avertissement, Dexter. Comme je disais au début, je ne crois pas que ce que nous vivons a à voir avec la santé publique, ni que cela ait jamais rien eu à voir avec la santé publique, depuis le tout début. Je crois qu'il s'agit de mettre en place un système de contrôle, de sorte que ceux qui ont le pouvoir le gardent. Et ils ne peuvent faire cela qu'avec un pouvoir centralisé. Donc, si nous commençons à reprendre nos propres collectivités, ils perdent ce pouvoir qu'ils ont. Pour moi, là est la réponse. Merci beaucoup, Leslie. Merci. Pas d'autres questions. Merci beaucoup. Leslie, c'était vraiment brillant.